Bonjour Isabelle Jobbasi. Bonjour Adrien. Vous êtes directrice des études économiques du Crédit Agricole. Alors la Chine ralentit. Est-ce que cela est dû à la guerre commerciale avec les États-Unis ou à une transition de son modèle de croissance? Eh bien je dirais les deux, mon capitaine. Alors effectivement, bien évidemment, on a l'impact négatif de la guerre commerciale. On voit bien une décélération des exportations chinoises, notamment vis-à-vis des États-Unis. Mais on a également aussi un ralentissement plus structurel qui est lié au fait qu'on a une transition du régime de croissance en Chine. Il faut bien comprendre qu'on était dans la période de rattrapage, dans une phase où on a fait à la fois une croissance extensive et une croissance intensive. Extensive, ça veut dire que on mettait de plus en plus de travailleurs chinois sur le marché du travail, ce qui créait de la dépense, des revenus, de la dépense et donc de la production, donc croissance extensive. Et puis, chaque travailleur était plus productif puisqu'il quittait les campagnes, là où le secteur agricole était peu productif, pour aller dans l'industrie qui est réputée avoir des gains de productivité plus élevés. Aujourd'hui, on est dans une phase de transition avec deux mouvements concomitants. D'une part, la volonté de monter en gamme dans l'industrie, de se focaliser davantage sur l'innovation, notamment dans les secteurs de pointe. Et puis, par ailleurs, un rééquilibrage vers la consommation et la consommation de services. Et dans les deux cas, ça nous amène probablement à un ralentissement des gains de productivité, parce que du côté industriel, c'est plus compliqué de dépasser la frontière technologique avec des innovations de rupture. Et par ailleurs, les services sont réputés pour avoir structurellement une productivité plus faible. Alors face à ce ralentissement, il y a une sorte d'embolie du crédit et de l'endettement qui a en quelque sorte compensé ce ralentissement structurel. Est-ce qu'on n'arrive pas arrivé à un moment où tout ça doit s'arrêter parce que ça devient dangereux? Alors, il faut bien constater qu'effectivement, l'endettement chinois est inédit pour un pays à ce stade de développement. On est sur une dette globale, donc privée et publique, de l'ordre de 250% du PIB, si ce n'est plus, qui est à peu près comme les standards aux États-Unis, en zone euro ou au Royaume-Uni. Donc on perçoit qu'il y a quand même un excès d'endettement. Alors cet excès d'endettement, il est aussi à la mesure de la stratégie d'investissement qui a servi la période de haute croissance, parce que les banques, elles ont pu financer ces investissements grâce à une épargne des ménages très abondante et des taux d'intérêt qui ont été maintenus très bas et qui ont été favorables aux emprunteurs qui ont pu effectivement investir. Alors, et par ailleurs, on sait que les banques traditionnelles n'ont pas pu servir tous ces financements. Donc il y a un certain nombre de financements qui sont passés par des canaux moins traditionnels. Généralement, c'est une épargne qui est hors bilan des banques, qui se retrouve notamment dans les sociétés de fiducie et qui ont permis de financer des investissements plus risqués, les crédits aux PME, les dépenses d'infrastructures au niveau des collectivités locales ou au niveau des provinces, et puis également les développements immobiliers. Alors c'est du shadow banking, on dirait ça aussi dans les pays développés. Exactement, c'est le shadow banking. Et tout ça est en train d'être repris en main. Alors que fait la Chine face à cela? Parce qu'elle ne peut pas le laisser croître indéfiniment. Oui, parce que de toute façon, on a bien vu que ça a donné lieu à des excès financiers. On a eu des bulles d'investissement ou de mal-investissement, notamment au niveau des provinces, avec des projets d'infrastructures qui sont peu rentables. On a eu aussi ces financements à ces sociétés publiques, dont certaines sont surcapacitaires et peu rentables. Et puis on a eu tous ces développements immobiliers et avec des prix des terrains qui ont flambé. Et donc il y a bien la nécessité de reprendre en main un petit peu les choses, de reprendre le contrôle sur ce système financier. Mais pas seulement. Il y a aussi cette recentralisation des pouvoirs que l'on voit aujourd'hui, qu'on attribue à la personnalité de Xi Jinping, est aussi liée à la nécessité de cette phase de transition au niveau du régime de croissance. C'est-à-dire qu'au moment du rattrapage, on a eu un grand mouvement de décentralisation pour libérer la croissance au niveau des territoires, au niveau des provinces, mais ça a servi à renforcer les intérêts particuliers, la corruption, le clientélisme. Et aujourd'hui, si on veut aller vers cette croissance plus qualitative, il faut réfréner en fait cet appétit local d'investissement. Et puis deuxième élément, il faut aussi probablement transformer, alors de manière graduelle, ce système financier, notamment pour que les taux d'intérêt reflètent davantage le coût du capital et le risque associé, et donc ce qui veut dire aussi qu'il faut se développer une culture de risque au niveau des acteurs financiers. Merci beaucoup Isabelle Jobbasi pour votre analyse sur le nouveau régime de croissance de l'économie chinoise.